On va revenir sur la politique complexe de la Géorgie. Cet état du Caucase a fait beaucoup de bruit suite aux récentes élections qui ont largement été médiatisées dans un contexte régional explosif du fait de la guerre en Ukraine. Mais qu'est-ce que la Géorgie contemporaine ? On va essayer de synthétiser, comprendre sa place sur l'échiquier mondial, sa politique interne qui est très particulière à compter de la révolution des roses de 2003 et la période Saakachvili, jusqu'au tournant de l'ère du rêve géorgien et les récentes élections législatives. Comme d'habitude, vous allez voir cette incroyable lutte d'intérêts multiples très loin d'un monde binaire divisé entre les gentils et les méchants. N'oubliez pas les gestes simples qui ont leur importance, aimez, commentez, partagez, et pour tous ceux qui veulent avoir accès à du contenu supplémentaire en géopolitique, la revue numérique Terabellum est disponible, le lien est en description. On y parle bien évidemment du Moyen-Orient, on y parle aussi de Javier Maillet, la Chine en Afrique, la géopolitique de l'or, la Nouvelle-Calédonie, la crise de l'eau en Irak, bref, il y en a pour tous les goûts. Le lien encore une fois est en description, n'hésitez pas aussi à voir nos anciens numéros. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. La Géorgie acquiert son indépendance en 1991. Elle hérite, comme la plupart des puissances post-soviétiques, d'une situation catastrophique. Conflits politiques violents pour s'emparer du pouvoir, brèves guerres civiles et des conflits territoriaux avec les régions séparatistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud qui ont proclamé leur indépendance au début des années 90 et sont soutenus par la Russie qui elle aussi est en train de vivre quelques folies en interne. Le président géorgien d'alors, Édouard Shevardnadze, s'impose aux manettes pendant toute cette période où il instaure ce qu'on pourrait qualifier d'une démocratie autoritaire. Il se montre favorable à un alignement avec l'Occident et parvient à stabiliser le pays après la guerre civile, mais avec une corruption endémique et des privatisations chaotiques caractéristiques des puissances post-soviétiques. En novembre 2003, les élections législatives sont contestées par l'opposition dirigée par Mikhail Saakachvili et d'autres leaders qui appellent à des manifestations massives. C'est le début de la révolution des roses. Cette révolution, c'est aussi le moment où les ONG jouent un rôle clé dans la politique géorgienne et c'est important pour comprendre la suite. Grâce à la formation, la sensibilisation et la mobilisation des ONG, cette révolution pacifique est un succès. Les ONG géorgiennes, souvent financées par des donateurs étrangers tels que les États-Unis et l'Union européenne, ont eu accès à des ressources financières significatives et cela leur a permis d'avoir un impact sur le paysage politique, notamment en dénonçant la corruption et en appelant à des réformes démocratiques favorables à l'axe euro-atlantique. À l'issue de cette révolution, l'opposition remporte les nouvelles élections. Mikhail Saakachvili est élu avec 96% des voix, il devient président en 2004 et le restera jusqu'en 2013, c'est le début de l'ère Saakachvili. Il est important de se rappeler du contexte géopolitique il y a 20 ans. 2003, c'est l'âge d'or de l'Union européenne qui est à son sommet avant la crise économique de 2008. Les guerres de Yougoslavie se sont achevées en Europe avec la victoire du Kosovo et de l'OTAN face à la Serbie en 1999. L'Union européenne prépare le plus grand élargissement de son histoire et va intégrer en 2004 Chypre, la Tchéquie, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie, puis la Bulgarie et la Roumanie en 2007. Au moment où la révolution éclate en novembre 2003 en Géorgie, n'oubliez pas aussi que les États-Unis sont l'hyperpuissance incontestée. Ils se sont lancés il y a 2 ans en Afghanistan contre les talibans et il y a quelques mois seulement dans la deuxième guerre d'Irak. Les États-Unis rayonnent dans le monde entier, c'est la doctrine Bush et son idéologie messianique pour sauver l'humanité, apporter la démocratie, les valeurs américaines et surtout ne pas consulter qui que ce soit, pas même leurs partenaires, avec le principe de la guerre préventive. C'est très important pour comprendre l'ère Saakachvili qui se caractérise par 3 aspects majeurs, économique, politique et diplomatique. Tout d'abord, d'importantes réformes néolibérales qui permettent une croissance annuelle de l'ordre de 10%, un remaniement de l'administration fiscale qui fait bondir les recettes de l'État de 14% à 25% du PIB. Le pays cherche aussi à attirer les investisseurs étrangers avec des zones franches et des allègements fiscaux. Saakachvili impose une technocratie en intégrant de nombreux membres d'ONG au sein de la politique gouvernementale favorable à sa politique. On trouve aussi des profils à double nationalité, comme Salomé Sourabachvili, ancienne ambassadrice de France en Géorgie, qui deviendra ministre des Affaires étrangères, et oui, c'est l'actuelle présidente depuis 2018. Saakachvili va aussi s'entourer de conseillers étrangers, dont le plus connu est Raphaël Glucksmann, mais on a aussi Thomas Heymont Larritaz. Ces conseillers ont aidé à rédiger des discours, guider le président sur les enjeux internationaux, et bien sûr, renforcer les relations avec l'Occident. Diplomatiquement, tout est fait pour l'intégration euro-atlantique. Renforcement des relations avec l'OTAN, avec l'Union européenne, avec un ministère créé dédié à l'intégration euro-atlantique.
Il faut le souligner, la population géorgienne est majoritairement favorable à l'intégration dans l'Union européenne. Ce qui peut être une forme d'ingérence avec toutes ces influences étrangères est en fait perçu comme un moyen de parvenir à une intégration européenne en laquelle la population et les élites aspirent. Saakachvili avait donc les mains totalement libres pour mener la Géorgie à sa manière, quitte à dériver tant que le contrat social de l'intégration à l'Union était respecté, et en plus avec la bénédiction des intérêts euro-atlantiques qui mettaient un bon pied dans le Caucase, et c'est là que les ennuis vont commencer. Janvier 2008, Saakachvili n'est élu président qu'avec 53% des voix. Sa popularité est en déclin face à une opposition qui se structure et des dérives jugées autoritaires. Mais la plus grande critique imputée à Saakachvili par les Géorgiens et qui va anéantir sa popularité, c'est la guerre avec la Russie. Souvenez-vous, il y a 2 territoires qui ont fait sécession en Géorgie depuis les années 90. Ces territoires sont directement soutenus et considérés comme vitaux pour les intérêts russes. La Russie a dû redéfinir une doctrine géopolitique dans les années 90, c'est ce qu'on nomme la doctrine Primakov, du nom de ce ministre des Affaires étrangères de la fin des années 90. Primakov, pour résumer, c'est de la realpolitik avec 3 axes majeurs qu'on retrouve encore aujourd'hui. La multipolarité sur la scène mondiale en opposition à l'unilatéralisme américain, la priorité à l'étranger proche, c'est-à-dire les anciennes républiques post-soviétiques qui constituent un glacis protecteur qu'il faut influencer pour empêcher une intégration dans l'OTAN ou l'Union européenne, et un dialogue trilatéral Russie, Chine, Inde. Vous voyez là déjà les bases de ce qui peut exister encore aujourd'hui dans la géopolitique russe. Here in Bucharest, we must make clear that NATO welcomes the aspirations of Georgia and Ukraine for their membership in NATO and offers them a clear path forward to meet that goal. En avril 2008, au sommet de l'OTAN de Bucarest, les dirigeants des pays membres décident que la Géorgie pourrait devenir membre de l'Alliance. En août 2008, des accrochages réguliers entre les forces géorgiennes et les milices sud-ossètes ont lieu. Le 7 août, Saakachvili, confiant, ordonne une opération militaire pour reprendre le contrôle de l'Ossétie du Sud. Les forces géorgiennes lancent un assaut sur la capitale sud-ossète. Moscou lance une intervention militaire dans la foulée le 8 août, invoquant la protection des Sud-Ossètes. La guerre durera 5 jours avec un cessez-le-feu le 12 août. La Russie renforce son assise dans le Sud-Caucase, reconnaît officiellement l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie. La Géorgie est humiliée et l'impulsivité de Saakachvili ne sera jamais pardonnée. Conséquence de cette guerre, le revenu par habitant de la Géorgie devient inférieur à celui de l'Égypte ou du Swaziland. Le taux de chômage atteint 16%, les sociétés étrangères hésitent à investir dans ce pays jugé à risque, et face au mécontentement populaire concernant la gestion du conflit, le gouvernement devient à son tour plus autoritaire, limite les libertés politiques et marginalise l'opposition. Les scandales, notamment la révélation sur l'usage de la torture dans les prisons géorgiennes, marqueront la fin du 2e et dernier mandat de Saakachvili et l'arrivée du rêve géorgien qui remporte les législatives de 2012. Rêve géorgien est fondé par le milliardaire Bidzina Ivanishvili, qui a fait sa fortune en Russie dans les années 90 dans le domaine de la télécommunication et de la métallurgie, un profil typique d'oligarque post-soviétique. Vous n'êtes pas naïf, avoir des fonds c'est un levier en politique dans n'importe quel pays, et il finance ainsi toute sa campagne contre Saakachvili. Mais Ivanishvili est aussi entouré de conseillers étrangers. Des Russes? Non, pas du tout. Des Américains, des Européens qui, je reprends un article de 2012 de Le Monde, ont composé une véritable war room pour soutenir, je cite, une communication privée sans équivalent dans l'histoire post-soviétique. L'un d'eux, un Américain du nom de Lincoln Mitchell, est très explicite. On a vécu dans une illusion selon laquelle Saakachvili est un démocrate progressiste, avant de dire ensuite que les États-Unis jouent un rôle clé dans l'issue du vote. Le nier serait naïf. La victoire de rêve géorgien est donc tantôt à voir du côté de la population, qui veut sanctionner Saakachvili après la guerre contre la Russie, mais aussi des soutiens occidentaux plus pragmatiques, qui se sont adaptés et ont lâché leur poulain Saakachvili pour miser et aider Ivanishvili, le visage de la Géorgie post-guerre d'Ossétie du Sud. En 2013, les présidentielles mettent pour de bon le parti de Saakachvili à la porte, rêve géorgien a les pleins pouvoirs. La position de rêve géorgien est très simple et combine une orientation pro-occidentale et un rapprochement avec Moscou dans une optique anti-guerre qui est très populaire à l'époque. C'est typiquement là le positionnement opportuniste des puissances prises en étau entre 2 blocs d'intérêts distincts. Le parti promet de maintenir la paix et d'éviter que la Géorgie ne devienne un front contre la Russie, tout en adoptant une rhétorique pro-européenne pour séduire l'électorat géorgien.
L'objectif pour Rêve géorgien sera, jusqu'à aujourd'hui, de jongler entre les intérêts russes et euro-atlantiques pour tirer le meilleur parti en fonction de la situation et du rapport de force. C'est ce qui explique les décisions tantôt favorables à l'Occident, comme l'accord d'association avec l'Union européenne en 2014, ou l'engagement à entrer dans l'Union européenne et l'OTAN qui est inscrit dans la Constitution en 2017. Tout en étant aussi ouvert à la Russie, avec laquelle les flux de communication ne sont pas coupés et les sanctions ne sont pas appliquées à 100% depuis 2022, on y reviendra. La politique en Géorgie, vous commencez à comprendre, est largement influencée, pour ne pas dire manipulée par l'étranger, qui appose son soutien et le retire tantôt suivant la situation, que ce soit via des warrooms pour conseiller les candidats ou des ONG pour travailler la population. Rêve géorgien n'est pas naïf, puisqu'ils ont eux-mêmes bénéficié de ce soutien à la suite de la disgrâce de Saakashvili. Mais ils savent aussi qu'ils pourront être les prochains à tomber. Depuis bientôt 10 ans, toute leur politique a été faite pour diminuer l'influence de ceux qui avaient pourtant tout misé sur leur victoire. Rêve géorgien, grâce à une majorité solide au Parlement, va faire deux choses pour compliquer l'influence étrangère sur la politique géorgienne et asseoir dans le même temps leur pouvoir. L'une des premières actions du Rêve géorgien a été d'initier des réformes constitutionnelles en 2017 pour transférer les prérogatives présidentielles au Parlement et au gouvernement. Ces changements renforcent le rôle du Premier ministre élu par le Parlement, rendant ainsi le président moins influent dans les affaires gouvernementales. Son poste étant devenu symbolique, tellement symbolique que le prochain président sera non plus élu au suffrage universel mais par un collège électoral dans quelques semaines en 2024. Une façon de brider l'influence étrangère qui se concentre traditionnellement dans l'entourage présidentiel et garantir les pouvoirs du Parlement. Seconde action, s'attaquer aux ONG qui, souvenez-vous, jouent un rôle important en Géorgie depuis la révolution de 2003. C'est la fameuse loi sur l'influence étrangère qui a fait beaucoup de bruit en 2023. Elle sera adoptée par le Parlement en mai 2024. Toute ONG ou média recevant plus de 20% de son financement de l'étranger doit dorénavant s'enregistrer en tant qu'organisation poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère et donc se soumettre à un contrôle administratif. Par cette action, Rêve géorgien renforce ici le contrôle du parti sur le discours public et politique. Pour toutes ces raisons, le parti a été accusé de dérives autoritaires et de manipulation des institutions à son profit. Mais d'un point de vue politique, Rêve géorgien a en fait retenu les leçons qui ont causé la chute de ses prédécesseurs et agi en conséquence. Les élections législatives de 2024 ont été largement médiatisées et ont fait beaucoup de bruit avec les accusations d'une ingérence pro-russe au profit du parti Rêve géorgien. La présidente Salome Sourabishvili ayant dénoncé des fraudes et appelé à des manifestations avant de s'être finalement rétractée face au procureur et devant le peu d'impact des manifestations. Les actions de Rêve géorgien ont ici été testées en conditions réelles et ont porté leurs fruits. Si la position géopolitique de Rêve géorgien convient à la Russie, il est difficile de mesurer une ingérence ou de savoir si elle a réellement été décisive dans les élections. Quid aussi de l'ingérence occidentale bien présente depuis des décennies. Une enquête d'IntelliNews revient d'ailleurs sur l'importance de la ruralité, où Rêve géorgien a monopolisé le vote grâce à une campagne ciblée dans des zones délaissées par l'opposition, ce qui lui aurait permis d'obtenir des pourcentages clés pour sa victoire. Dans tous les cas, le contexte tendu en Europe de l'Est et le conflit en Ukraine ne sont pas étrangers aux tensions qu'on a pu voir autour de ces élections, la région de la mer Noire n'étant finalement que l'extension du conflit en cours. Rêve géorgien est resté relativement neutre sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, optant pour une approche opportuniste et a refusé de se joindre aux sanctions occidentales. La Géorgie, au contraire, a même renforcé ses liens économiques avec la Russie purement par opportunisme. Le secteur du tourisme géorgien a reçu un coup de pouce en 2023 lorsque le pays a repris ses vols directs avec la Russie. En 2022 d'ailleurs, la croissance économique de la Géorgie a atteint 11% du PIB, une grande partie grâce aux afflux de capitaux et d'immigrants russes. Avant la guerre en Ukraine, 6% de l'économie géorgienne provenait de Russie, ce chiffre a grimpé à 15% depuis lors. Comme on le dit souvent, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Rêve géorgien a réussi jusqu'à maintenant à opter pour une politique d'équilibre, le meilleur exemple étant tantôt la coopération étroite avec l'OTAN et l'aspiration à rejoindre l'Alliance sans pour autant adhérer à l'isolement de la Russie, ni même chercher à reprendre les territoires séparatistes.
Avec l'obtention d'un nouveau mandat par le rêve géorgien et la brouille avec l'Union européenne à l'issue des élections, il est fort probable que l'intégration du pays à l'Union européenne sera encore suspendue, bien que le Premier ministre ait rappelé cet objectif qui est soutenu, je le rappelle, par une majorité de la population. Cette politique opportuniste a été mise à l'épreuve lors des dernières élections législatives et l'opposition, portée par la figure de proue du président, a appelé sans succès à contester le vote. La Géorgie devrait donc poursuivre sur cette voie, tant que les tensions culminent en Europe de l'Est. L'Union européenne, quant à elle, se méfie des aspirations de rêve géorgien. Bien que le pays ait obtenu le statut de candidat en 2023, la visite de Viktor Orban, figure de proue de la voie souverainiste au sein des membres, pourrait retenir l'Union européenne de faire avancer le processus d'intégration. Outre la Russie, le gouvernement géorgien cherche aussi à diversifier ses investisseurs et à accueillir favorablement les investissements chinois dans les ports stratégiques, le dernier en date étant le port en eau profonde d'Anaklia, où un consortium chinois détient désormais une participation de 49%. La Géorgie, territoire clé en mer Noire à la croisée des chemins entre l'Europe et l'Asie où se retrouvent les intérêts multiples d'un monde de plus en plus incertain, n'a probablement pas fini de faire parler d'elle. Si la géopolitique vous plaît, vous pouvez vous abonner, on fait du contenu régulier depuis 2018. On a aussi une revue numérique de géopolitique où on fait intervenir des contributeurs de tous les horizons, ce qui permet d'avoir différents points de vue, toujours dans une démarche de géopolitique réaliste. Tous nos numéros sont disponibles via le lien en description, Russie, Chine, États-Unis, Moyen-Orient, Afrique, etc. Le dernier numéro vient de sortir, c'est une nouvelle formule généraliste, donc plus autour d'une thématique en particulier, mais on couvre le monde entier. Nous avons des articles sur le conflit israélo-palestinien, la géopolitique de l'or, la crise de l'eau en Irak, la mer d'Adaman, l'économie de Javier Milei. Le sommaire est de toute façon visible si ça vous intéresse avant d'acheter la revue. Merci encore à tous pour votre fidélité, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les différents réseaux et à la prochaine.